All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes aujourd'hui dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public. Madame la greffière, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Good morning, Mr. President, Your Honors. Situation in the Central African Republic 2. In the case of the prosecutor versus Alfred Decaton and Patrice Edouard Ngaisona, case reference ICC 0114-0118, and for the record, we are in open session. Merci beaucoup, Madame la greffière. La Chambre a reçu à la dernière minute 2 requêtes. Pour l'examen de ces 2 requêtes, je voudrais prononcer le huis clos pour une dizaine de minutes. Je vais donc présenter mes excuses au public. La Chambre va passer à une séance à huis clos pour 10 minutes environ. Madame le greffière, s'il vous plaît, passons à la séance à huis clos. We are back in open session, Mr. President. Merci beaucoup, Madame la greffière. Encore une fois, rebonjour. Donc maintenant, nous sommes de retour en audience publique. Je souhaite donc la bienvenue à toutes les parties et à tous les participants, ainsi qu'aux suspects, M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Ngaisona. Je souhaiterais maintenant formellement inviter les parties et les participants à se présenter
en commençant par le bureau du procureur. Good morning again, Mais, Mr. monsieur le procureur, minute. Mais avant cela, monsieur le procureur, j'aimerais demander, en fait c'est un rappel, à tout le monde, au vu de nos contraintes logistiques, de parler lentement et de marquer de pause avant de répondre aux questions posées au cours de l'audience, afin de permettre une retranscription optimale de cette dernière. À cette fin, j'enjoins aux parties et aux participants de ne pas parler trop vite et de marquer de pause de 5 secondes environ après chaque phrase. Puis-je maintenant demander à M. Van der Pouillet de se présenter et de présenter les membres de son équipe. Thank you, Mr. President, Your Honors. Good morning again. Today, the Office of the Prosecutor is represented by Olivia Stravin, Eric Iverson, Nicholas Leddy, Maria Berdenikova, Claire Henderson, Marie Davoise, Zoe Brereton, Yassine Mostafa, and myself, Kweku Vanderpool. Good morning. Merci beaucoup, M. Kweku. À présent, je vais passer aux équipes de la défense, en commençant par la défense de M. Yekatom. Maître, pouvez-vous vous présenter et présenter les membres de votre équipe, s'il vous plaît? Good morning, Mr. President, Your Honors. Good mornings to my colleagues in the courtroom. Today, the defense of Mr. Yekatom is represented by Peter Robinson, Yuqing Liu, Florent Pages Granier, Wilhelmina Whittingham, et Jean-Michel Collat, and myself, Mylène Dimitri. Merci beaucoup, Maître Dimitri. Je passe maintenant à l'équipe de la défense de M. Ngaïsona. Maître, vous avez la parole. Good morning, Mr. President, Your Honors. The defense team of Mr. Gaisona is represented by the following assistants to counsel: Mr. Siri Zuku, admitted to the Bar of Brussels; Madame Marion Carin, lawyer; Madame Lorient Vandeleer, lawyer; Madame Antonina Dijk, lawyer, admitted to the Bar of Texas. To my left side, Mr. Tibillon Kogongo, admitted to the Bar of Central Africa. And on my right side, Ms. Sarah Pedrosa, lawyer and case manager of the team. Thank you very much. My name is Geert-Jan Alexander Knoops. I'm counsel, admitted to the Bar of Amsterdam, the Netherlands. Good morning. Merci beaucoup, Maître Knoops. En effet, la Chambre a reçu votre requête pour l'admission à cette audience de Maître Timoléon Kokongo, et c'est avec plaisir, évidemment, que nous l'accueillons dans ce prétoire. À présent, je passe la parole aux représentants légaux des victimes pour qu'ils puissent se présenter également. Maître. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame, Monsieur le Juge. Les anciens enfants soldats sont représentés par le Bureau du Conseil public pour les victimes, Ludovica Vitruccio, juriste associé, et moi-même, Dimitro Soproun, conseiller. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge. Les victimes des autres crimes sont représentées par une équipe de 6 avocats. Les consorts et confrères vont se présenter. À l'instant, bien évidemment, l'équipe est composée de 5 avocats suite à votre décision. En ce qui me concerne, je suis Paulina Massida, avocate au barreau de Gênes en Italie et conseil principal du Bureau du Conseil public pour les victimes. Je suis assistée ce matin à l'audience
par Maître Innocent Poko, conseil du terrain basé à Bangui, et Madame Ana Peña, chargée du dossier. Mes consorts et confrères sont également assistés par 2 chargés de dossier, présentes également ce matin à l'audience, Madame Evelyne Ombeni et Madame Moussia Asso. Merci beaucoup, Maître. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour. Je suis Maître Elisabeth Rabessan-Ratana du barreau de La Rochelle-Rochefort en France et je suis représentant légal commun des victimes des autres crimes. Merci beaucoup, Maître. Monsieur le Président, Monsieur et Madame le juge, je suis Maître Marie-Edith Douzima-Lawson. Je suis représentante légale de victimes des autres crimes dans cette affaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur le juge. Je suis Abdou Dangabo Moussa. Je suis avocat au barreau de la République centrafricaine. Je représente les victimes ici devant la Cour. Merci. Merci beaucoup, Maître. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Maître Yare Fall et je suis avocat inscrit au barreau du Sénégal. Merci beaucoup, Maître. Voilà, nous avons fini le tour de présentation avec les représentants légaux des victimes. Et maintenant, j'aimerais me présenter moi-même ainsi que mes collègues de la Chambre préliminaire 2. Je m'appelle Antoine Kessembe Mindoa. Je suis juge président de la Chambre préliminaire 2 de la Cour. À ma droite se trouve Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche, Monsieur le juge Rosario Salvatore Aitala. Je pense que j'ai oublié de demander au représentant du greffe de se présenter. S'il vous plaît. Mr. President, Your Honours, we of course wait patiently to serve you. Can I introduce from the registry, on my right, the Director of Judicial Services, Marc Dubisson, and on my left, Natalie Wagner, Associate Judicial Coordinator, and I am Peter Lewis, the Registrar of the Court. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le greffier, pour votre patience. Je souhaiterais maintenant apporter quelques précisions en commençant par clarifier la nature de cette audience ainsi que le rôle de cette chambre préliminaire. En effet, nous nous trouvons au stade préliminaire de cette affaire et cette chambre n'a pas vocation à se prononcer sur la culpabilité ou sur l'innocence de M. Yekatom et Ngaïsona. Notre devoir consiste à déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour établir des motifs substantiels de croire que M. Yekatom et Ngaïsona ont commis les crimes qui leur sont reprochés conformément à l'article 61, paragraphe 7 du Statut de Rome.
il est important de réitérer les principes généraux qui vont orienter la tenue de cette audience. Premièrement, et conformément à l'article 66 du statut de Rome, le principe de la présomption d'innocence sera appliqué. Deuxièmement, la charge de la preuve incombe au procureur. En conséquence, le procureur devra fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges présentées contre M. Yekatom et Ngaïsona. Conformément à la norme d'administration de la preuve contenue dans l'article 61, paragraphe 7 du statut de Rome. Troisièmement, la défense bénéficie de l'ensemble des droits garantis par les articles 61, paragraphe 6 et 67 du statut de Rome. Ensuite, quant aux modalités du déroulement de l'audience elle-même, la Chambre souhaite préciser que, malgré le fait que la règle générale consiste à ce que cette audience soit publique, il se pourrait que, pour protéger des informations confidentielles, notamment concernant les témoins, nous soyons obligés de passer en audience à huis clos ou à huis clos partiel. Selon notre ordonnance, l'ordonnance de la Chambre, je cite, « Odd setting the schedule for the confirmation of charges hearing » du 10 septembre 2019. 1. Les parties et participants disposent d'une séance de 1h30 afin de soumettre toute observation au sens de la règle 122 du règlement de procédure et de preuve, ainsi que toute réponse pertinente. 2. Le procureur dispose au total de 6 heures, 6, pour présenter ses observations orales concernant les deux suspects. 3. Les équipes de la défense de M. Yekatom et M. Ngaïsona disposent de 6 heures chacune, afin de présenter leurs observations orales. 4. Les représentants légaux des victimes disposent collectivement et au total de 3 heures, 3, pour soumettre leurs observations. Enfin, le procureur et les équipes de la défense disposeront de 1 heure chacun afin de présenter leur déclaration finale. Donc, voilà. En ce qui concerne les représentants légaux des victimes, ceux-ci disposeront collectivement et au total de 1h30 minutes. J'aimerais également vous rappeler certains aspects techniques pour le bon déroulement de l'audience de ce jour. Lorsque les parties et les participants
feront référence à des éléments de preuve, ils devront indiquer le niveau de confidentialité du dit élément de preuve et préciser s'il est nécessaire de passer à huis clos ou à huis clos partiel. La Chambre rappelle également aux parties et aux participants que lors des audiences publiques, elles ne devront pas utiliser les noms des victimes et des témoins, mais uniquement faire référence à leur code ou à leur pseudonyme. Enfin, conformément à la règle 122, paragraphe 1 du règlement de procédure et de preuve, je dois demander à la greffière d'audience de donner lecture des charges telles qu'elles sont présentées par le procureur. Cependant, les équipes de défense ont déjà notifié à la Chambre leur volonté de renoncer à cette formalité. Je me tourne alors vers M. Yekatom et Gaïsona afin de leur demander de confirmer qu'ils ne souhaitent pas que les charges soient lues et qu'ils estiment dès lors avoir parfaitement connaissance des charges qui sont portées contre eux. Monsieur Yekatom, s'il vous plaît. Monsieur Yekatom, vous confirmez que vous renoncez à la lecture publique de charges portées contre vous. Je pense que nous avons des problèmes d'interprétation. Merci beaucoup. Monsieur Ngaïsona. Non, moi, je n'ai pas d'observation à faire. Vous n'avez pas d'observation. Oui. Vous renoncez à cela. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Monsieur Gaïsona. Je vous remercie donc pour vos réponses, dont la Chambre prend note. Cela étant, la lecture des charges en audience publique n'est pas dans le seul intérêt des suspects, mais cette lecture permet également au public de suivre efficacement le déroulement de l'audience. Ainsi, je prie la greffière d'audience de bien vouloir procéder à la lecture d'un résumé, un simple résumé, des charges présentées par le procureur contre les suspects. Madame la greffière, votre office. Mr. President, Your Honors, the prosecutor brings against Patrice Edouard Ngaïsona 111 charges. In particular, 1. Charges 1 to 8 concern crimes in relation to the attacks in Bangui, including Katyn and Boyne between 5 December 2013 and 20 December 2013. 2.
Charges 9 to 10 concern crimes in relation to the blockade of the Boyne Muslim Cemetery on 5 December 2013 through at least December 2014. 3. Charges 1 to 17 concern crimes committed in Inyamuara, a school base in Boyne on 24 December 2013. 4. Charges 18 to 23 concern crimes committed in Boirave base in a house in Bangui in April 2013. 5. Charges 24 to 28 concern crimes in relation to the attacks in PK9 and Mbaiki axis in Lobaye Prefecture from around 11 January 2014 to the end of February 2014. 6. Charge 29 concern crimes in Lobaye Prefecture from at least December 2013 through August 2014. 7. Charges 30 to 42 concern crimes in relation to the attacks in Bosangwa in Wuhan Prefecture from 5 December 2013 to April 2014. 8. Charges 43 to 56 concern crimes in relation to the attacks in Yaloque, Gaga, and Zawa in Ombela and Poco Prefecture from around 17 January 2014 to at least December 2014. 9. Charges 57 to 66 concern crimes in relation to the attacks in Bosemtele in Uhampende Prefecture between 18 January 2014 to at least July 2014. 10. Charges 67 to 78 concern crimes in relation to the attacks in Boda in Lobaye Prefecture from 28 January 2014 to at least December 2014. 11. Charges 79 to 85 concern crimes in relation to the attacks in Carnot in Mambere Kadei Prefecture between early February 2014 to at least December 2014. 12. Charges 86 to 99 concern crimes in relation to the attacks in Berberati and Mambere Kadei Prefecture from around 10 February 2014 to at least December 2014. 13. Charges 100 to 111 concern crimes in relation to the attacks in Gen in Mambere Kadei Prefecture between 1st February 2014 to at least April 2014. The crimes charged as part of these attacks are the following: intentionally directing attacks against the civilian population as such as war crime, murder as a crime against humanity and as a war crime, attempt murder as a crime against humanity and as a war crime, forcible transfer and deportation as a crime against humanity, displacement of the civilian population as a war crime, attacks against buildings dedicated to religion as a war crime, destructions of the adversary's property as a war crime, persecution as a crime against humanity, committing outrages on personal dignity as a war crime, inhumane acts as a crime against humanity, torture as a crime against humanity, mutilation, cruel treatment, and torture as a war crime,
imprisonment, and other forms of severe deprivation of liberty as a crime against humanity, pillaging as a war crime, degrading treatment as a war crime, extermination as a crime against humanity, charges 21 to 22, charges 40 to 41, charges 54 to 55, charges 73 to 74, and charges 105 to 106 concern sexual and gender-based crimes committed between 5 December 2013 and April 2014. These are the crimes of rape and attempt rape as a crime against humanity and as a war crime. Charge 29 is for the enlistment and use of children under the age of 15 in hostilities as war crimes committed from at least December 2013 through August 2014 in Lobaye Prefecture. The prosecutor brings against Alfred Yekaton 21 charges. In particular, 1. Charges 1 to 8 concern crimes in relation to the attacks in Bangui, including Katyn and Boeing between 5 December 2013 and 20 December 2013. 2. Charges 11 to 17 concern crimes committed in Inyanmora, a school base in Boeing on 24 December 2013. 3. Charges 24 to 28 concern crimes in relation to the attacks in PK9 and Mbaiki axis in Lobaye Prefecture from around 11 January 2014 to the end of February 2014. 4. Charge 29 concern crimes in Lobaye Prefecture from at least December 2013 through August 2014. The crimes charged as part of these attacks are the following: intentionally directing attacks against the civilian population as such as a war crime, murder as a crime against humanity and as a war crime, forcible transfer and deportation as a crime against humanity, displacement of the civilian population as a war crime, attacks against buildings dedicated to religion as a war crime, destruction of the adversary's property as a war crime, persecution as a crime against humanity, inhumane acts as a crime against humanity, torture as a crime against humanity, mutilation, cruel treatment, and torture as a war crime, imprisonment and other forms of severe deprivation of liberty as a crime against humanity. Charge 29 is for the enlistment and use of children under the age of 15 in hostilities as a war crimes, committed from at least December 2013 through August 2014 in Lobaye Prefecture. Thank you, Your Honor. Merci beaucoup, Madame la greffière. La Chambre rappelle qu'en vertu de la règle 122, paragraphe 3 du règlement de procédure de preuve, les parties ont la possibilité de soulever des exceptions ou de présenter des observations au sujet d'une question touchant à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience. La Chambre rappelle également aux parties qu'en vertu de la règle 122, paragraphe 4 du règlement de procédure de preuve, les exceptions qui sont soulevées ou les observations
qui sont présentés en application de la disposition de la règle 122, paragraphe 3, ne peuvent plus l'être par la suite, ni lors de la procédure de confirmation, ni lors du procès, le cas échéant. Ainsi, je m'adresse donc aux parties afin qu'elles nous indiquent si elles ont l'intention de soulever des exceptions ou de présenter des observations en vertu de la règle 122, paragraphe 3 du règlement des procédures et des preuves. Monsieur le procureur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you, Mr. President. We have no observations with respect to the regularity of the proceedings heretofore. We stand ready to address any concerns that are raised by the defense. I note that they have made submissions. I don't know if they intend to elaborate on them, but to the extent that they have, we consider that they have not raised anything that seriously or materially affects or concerns the fairness of the proceedings or the regularity of their conduct to this point. If the chamber has any questions in respect to the defense filings that it would like the prosecution to address, I'll be happy to address them. But as far as I can see, there's not much to address, to be frank. Merci beaucoup, Monsieur Van der Puyet. La Chambre note que le bureau du procureur n'entend pas soulever d'exception ou présenter des observations en vertu de la règle 122, paragraphe 3 du règlement des procédures et des preuves. À présent, j'aimerais me tourner vers les équipes de la défense. Maître Dimitri, avez-vous des exceptions ou des observations? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai des observations à présenter en vertu de la règle 122.3. Allez-y, maître. La Chambre vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les juges. Aujourd'hui, devant vous, seuls M. Yekatom et M. Nguessona, prétendument affiliés aux anti-Balaka, font face à des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Aucun des membres de la Seleka n'est, à ce jour, poursuivi devant la CPI. Dans un communiqué de presse daté du 24 septembre 2014, la procureure de la CPI a annoncé qu'elle avait pris la décision d'ouvrir une enquête en République centrafricaine. Madame la procureure a indiqué que les informations en sa possession lui fournissaient une base raisonnable permettant de croire, entre autres, que la Seleka avait commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, tels que des meurtres, des viols, des déplacements forcés, des persécutions, des pillages, des attaques contre des missions d'aide humanitaire et l'utilisation, au cours des hostilités, des enfants de moins de 15 ans. Elle a insisté sur le fait que la liste des atrocités était interminable et qu'elle ne pouvait ignorer ces crimes présumés. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'accusation n'a ni poursuivi ni arrêté aucun des membres dirigeants du groupe présumé armé Seleka. Bien que l'opportunité des poursuites appartienne à l'accusation, dans le cas présent, le retard pour engager des poursuites contre la Seleka entrave le droit de M. Yekatom à une audience de confirmation des charges équitable.
En effet, l'accusation utilise son retard pour soustraire des éléments qui auraient autrement dû être communiqués, au motif que leur divulgation révélerait l'orientation et la cible de l'enquête sur la Séléka. Et je fais référence à l'écriture 232, paragraphe 15. La procureure a eu 5 ans pour décider si elle pouvait ou non procéder avec la poursuite et l'arrestation des personnes qu'elle considérait comme étant des suspects appartenant à la Séléka. Aujourd'hui, l'accusation a décidé de ne poursuivre uniquement que ceux qu'elle considère être anti-Balaka. Ce point est déjà problématique en soi. Mais ce qui rend ce processus d'autant plus inéquitable, c'est que l'accusation a refusé de divulguer des éléments de preuve relatifs aux crimes commis par la Séléka qui sont néanmoins nécessaires à la préparation de la défense, au vu des charges présentées à l'encontre de M. Yekatom, dont je vais parler dans un instant. Ce refus de l'accusation place M. Yekatom dans la situation de devoir se défendre tout en ayant les mains liées. Inéquité d'autant plus prévalente que ces demandes de ne pas communiquer le matériel relatif au Séléka ont été formulées dans des écritures ex parte, avec l'aval de la Chambre, ce qui fera l'objet de mon second point. Bien que nous nous soumettons aux décisions de la Chambre à cet égard, j'aborderai néanmoins l'impact et les conséquences qu'elles ont eues sur l'équité du processus de confirmation des charges, conformément à la règle 122, paragraphe 3 du règlement. Avant d'exposer les 3 points dont j'ai l'intention d'aborder au cours de mes observations de ce matin, la défense de M. Yekatom aimerait remercier la Chambre d'avoir statué avec célérité sur le nombre élevé de requêtes de la défense déposées avant l'audience de confirmation des charges. Ces requêtes soulevaient des questions importantes, toutes liées à l'équité de la procédure de confirmation des charges. J'entends aborder 3 points, tendant à démontrer que la procédure à laquelle M. Yekatom a été soumise est entachée d'iniquité et qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer pleinement ses droits consacrés à l'article 61.6 du statut. Avant d'exposer ces 3 points, je tiens d'abord à rappeler l'objectif et l'historique du processus de confirmation des charges. Dans l'arrêt Mbarushimana, sur l'appel de la décision de confirmation des charges du 30 mai 2012, la Chambre d'appel a souligné, et je cite, qu'elle accorde une grande importance au fait que l'article 61.6 du statut consacre les droits de la personne visée par les charges de contester les éléments de preuve produits par le procureur et d'en présenter elle-même. Si ces droits sont exercés, les éléments de preuve seront inévitablement contestés. Paragraphe 40 de la décision de Mbarushimana. La Chambre d'appel a également rappelé les auteurs de l'article 61 ont spécifiquement rejeté l'idée d'une procédure en l'absence de la défense, fondée sur un acte d'accusation qui était apparu dans les projets antérieurs du statut. Paragraphe 43. L'audience de confirmation des charges, en comparaison, a été délibérément établie comme une audience devant une chambre préliminaire, composée de 3 juges, à laquelle la personne visée a le droit d'assister et de contester les preuves, et à l'issue de laquelle la chambre préliminaire doit évaluer les preuves. Afin d'exercer pleinement ses droits consacrés dans le statut de Rome, en particulier de contester les charges et les éléments de preuve produits par l'accusation, et de pouvoir présenter ses propres éléments de preuve, M. Yekatom doit disposer des moyens de le faire.
Si la défense ne connaît pas l'étendue de la preuve à l'encontre de M. Yekatom, elle ne sera pas en mesure de contester efficacement les allégations de l'accusation et de présenter ses propres éléments de preuve. La teneur et la quantité des éléments de preuve non divulgués et des expurgations appliquées dans cette affaire ont empêché M. Yekatom de connaître quels éléments de preuve il devait contester ou ceux qu'il pouvait présenter lui-même. De plus, à de nombreuses occasions, la défense a été exclue des débats par le nombre important d'écritures ex parte de l'accusation. Nous allons donc démontrer comment M. Yekatom ne peut pas avoir une audience de confirmation des charges équitable en exposant nos 3 préoccupations principales. Premièrement, afin de protéger l'enquête de l'accusation sur la Séléka, les expurgations appliquées aux éléments issus de l'enquête se sont faites au détriment des droits de M. Yekatom. Deuxièmement, le nombre excessif d'écritures ex parte empêche M. Yekatom de pleinement participer au débat. Et troisièmement, les expurgations appliquées par l'accusation excèdent le cadre posé par le régime des expurgations. Et avec la permission de la Chambre, j'utiliserai une présentation PowerPoint durant mes observations. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. L'expurgation d'informations relatives à la Séléka pour protéger l'enquête de l'accusation au détriment des droits de M. Yekatom. Le document contenant les charges, le DCC, allègue que M. Yekatom aurait dirigé des attaques contre des civils, au seul motif qu'ils étaient musulmans. Au paragraphe 3 du document contenant les charges, l'accusation décrit les anti-Balaka comme une formidable force de combat capable de s'opposer efficacement à la Séléka et qui aurait pour conséquence, dans le cours normal des événements, le ciblage violent des populations musulmanes de l'ouest de la RCA et la commission des crimes reprochés. Au paragraphe 6 du document contenant les charges, l'accusation allègue « M. Yekatom et les membres de son groupe ont participé ainsi à un plan commun secondaire, distinct, visant à s'en prendre violemment aux populations musulmanes de la région et du sud-ouest de la RCA, qui, en raison de leur appartenance religieuse, nationale ou ethnique, étaient considérés comme collectivement responsables ou complices des agissements de la Séléka. » L'accusation affirme que la Séléka était une force combattante contre laquelle les anti-Balaka voulaient s'opposer. Toutefois, l'accusation prétend que la lutte pour s'opposer efficacement à la Séléka aurait pour résultat, dans le cours normal des événements, de cibler la population civile. Paragraphe 3 du DCC. Afin d'assurer une défense effective et de contester valablement les éléments de preuve et les allégations de l'accusation, selon lesquelles l'intention de M. Yekatom était de cibler la population civile, plutôt que de simplement défendre sa communauté contre les assaillants qui perpétraient des atrocités à travers la République centrafricaine. La défense doit avoir accès aux preuves recueillies par l'accusation dans ses enquêtes concernant la Séléka. L'accusation ne peut pas extraire les éléments de preuve relatifs à la Séléka de la présente procédure, tout en affirmant que les anti-Balaka étaient engagés dans un conflit armé, soutenu et intense contre cette même Séléka, dans l'ouest de la RCA. Paragraphe 50 du DCC. De par sa nature, un conflit armé nécessite au moins 2 parties. Les crimes et l'intention criminelle que l'accusation prétend imputer à M. Yekatom dans son document contenant les charges ne peuvent être évalués de façon isolée,
sans égard aux agissements criminels de la Séléka. Les éléments de preuve en possession de l'accusation relatifs aux crimes commis par la Séléka et concernant les dirigeants de la Séléka et concernant les membres de ce présumé groupe armé sont nécessaires pour la préparation de la défense de M. Yekatom, afin de lui permettre de contester véritablement les crimes dont il est accusé. À ce stade de la procédure, l'accusation devrait être sommée de communiquer les éléments de preuve en sa possession concernant les crimes commis par la Séléka. M. Yekatom ne peut avoir une audience de confirmation des charges équitable dès lors que les Séléka sont absents. Une absence utilisée pour justifier la rétention des informations nécessaires à la défense. En effet, afin d'éviter de porter préjudice à l'enquête sur les crimes commis par les Séléka, l'accusation a communiqué des déclarations de témoins potentiellement à décharge, mais qui comportent des parties substantielles, entièrement expurgées. Je vais illustrer mon propos avec 2 diapositives, mais celles-ci ne peuvent pas être montrées au public. Les parties substantielles expurgées sont comme celle-ci. Dans son document contenant les charges, l'accusation s'appuie également sur des témoins tels que P0291, dont une grande partie de la déclaration a été largement expurgée et dont des pages entières ont été masquées, comme celle-ci. La défense n'est pas en mesure d'exploiter les éléments de preuve, d'évaluer la crédibilité de ces témoins lorsque plusieurs pages de leur déclaration sont expurgées de la sorte. L'accusation cherche à inculper M. Yekatom de crimes de guerre pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre la population civile ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, conformément à l'article 8.2 EI du statut. Pour confirmer ce chef d'accusation, il incombe notamment à l'accusation de prouver, entre autres, les éléments suivants. L'objectif de l'attaque était une population civile en général, ou l'objectif de l'attaque était des civils ne prenant pas directement part aux hostilités, et l'auteur entendait prendre pour cible de son attaque la dite population civile, ou l'auteur entendait prendre pour cible des civils ne prenant pas directement part aux hostilités. Soustraire des éléments de preuve au motif que cela risquerait de mettre en péril l'enquête relative à la Séléka est en soi préjudiciable à M. Yekatom, au vu notamment du contexte spécifique entourant le premier chef d'accusation, à savoir une attaque dirigée intentionnellement contre la population civile de Boeing et de Catin le 5 décembre 2013. Les éléments de preuve sont d'autant plus nécessaires compte tenu que les combattants Séléka se seraient engagés dans la lutte contre les anti-Balaka lors de cette même attaque du 5 décembre 2013. Pourtant, certains témoins de l'accusation décrivent le 5 décembre 2013 comme étant un jour très difficile, car les anti-Balaka auraient riposté aux exactions des Séléka. Voir P 1416, car OTP 2045 0150, paragraphe 74. L'accusation soutient même dans son document contenant les charges, et je cite, « Rien ne permettait de conclure que les victimes étaient membres de la Séléka, ni qu'elles étaient armées ou engagées par ailleurs dans les combats. » Paragraphe 248 du document contenant les charges.
M. Yekatom devrait bénéficier d'une opportunité véritable de pouvoir contester efficacement ce paragraphe 248 du document contenant les charges et l'allégation selon laquelle rien ne permettait de conclure que les victimes étaient membres de la Séléka, ni qu'elles étaient armées ou engagées par ailleurs dans les combats. M. Yekatom n'est pas en mesure à ce stade d'évaluer pleinement l'argumentation de l'accusation, puisque l'accusation continue de soustraire à la défense les éléments de preuve relatifs à la Séléka. M. Yekatom et ses éléments, au cours de l'attaque du 5 décembre 2013, sont également suspectés par l'accusation d'avoir tué 4 musulmans à Catin, paragraphes 247 et 251 du document contenant les charges. L'accusation affirme également qu'au cours de l'attaque contre Boeing, les éléments de M. Yekatom auraient tué au moins 6 civils musulmans, y compris des commerçants au marché de Boeing, paragraphe 250 du DCC. Une partie de la preuve divulguée discrédite la position de l'accusation, selon laquelle rien n'indiquait que les victimes étaient membres de la Séléka, ni qu'elles étaient armées. À titre d'exemple, une des victimes que M. Yekatom est suspecté d'avoir tué à Boeing avait une arme, selon P1437, car OTP 2047, 0257, paragraphe 70, et P1416, car OTP 2045, 0150, paragraphe 80. Un autre témoin de l'accusation affirme quant à lui que cette même victime aurait tiré sur des anti-balaka lors de l'attaque du 5 décembre, alors que l'accusation affirme pourtant que rien n'indique que l'une des victimes aurait été engagée dans les combats. Voir P 1339, car OTP. Maître, j'aimerais vous dire mon observation. Nous sommes en train de discuter la règle 122, paragraphe 3 du règlement de procédure et de preuve. Il me semble que vous devriez plutôt vous arrêter au niveau de la procédure, de la régularité de la procédure. Mais là, j'ai l'impression que vous entrez dans l'examen au fond. Si vous pouvez peut-être vous recadrer sur la procédure, mais si vous voulez examiner le fond, nous aurons tout le temps pour cet examen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci, Monsieur le Président. Je comprends tout à fait votre observation. Je ne discute pas le fond. Je tente de vous donner 2 exemples qui expliquent pourquoi la preuve sur les Séléka est importante. J'ai terminé avec mon 2e exemple, mais c'est pour illustrer, en utilisant des exemples dans le DCC, comment la rétention de la preuve sur la Séléka affecte l'équité de la procédure. Merci beaucoup. Poursuivez, mais regardez aussi la montre. Merci, Monsieur le Président. Ces courts extraits ont été découverts parmi des lots de divulgation des preuves à charge sur lesquels l'accusation s'appuie. Il apparaît cependant que l'accusation est en possession d'éléments de preuve supplémentaires concernant les crimes commis par la Séléka, concernant l'identité de leurs dirigeants et combattants, de même que leur position géographique. Pourtant, l'accusation refuse systématiquement de les communiquer pour éviter de mettre en péril ses enquêtes en cours, considérant que ces enquêtes n'ont mené à ce jour à aucune arrestation des Séléka. Le contentieux sur les expurgations non standards des preuves liées à la Séléka s'est déroulé sans donner à la défense une opportunité véritable de répondre et de faire partie intégrante du processus, ce qui m'amène à mon 2e point, le nombre excessif des écritures ex parte. Un mois avant l'audience de confirmation des charges, pas moins de 76 écritures ex parte étaient déposées dans cette affaire, auxquelles la défense n'avait pas eu accès.
Pourtant, l'intention des rédacteurs du statut était de procéder à une confirmation des charges délibérément instituées pour inclure la défense tout au long du processus. En dépit de cette intention, M. Yekatom a été privé en partie de son droit de participer de façon effective à cette procédure en raison du grand nombre d'écritures ex parte, à commencer par la demande de Mme la procureure pour la délivrance d'un mandat d'arrêt. Ce document, pourtant, à l'origine du transfert de M. Yekatom à la Cour. Ce document n'a toujours pas été communiqué à la défense. À ma connaissance, c'est une première dans l'histoire de la Cour. La Chambre a statué que, même si la non-communication est autorisée, cette décision doit faire l'objet d'un suivi afin d'être modifiée si l'évolution des circonstances le justifie. À cet égard, la procureure devrait aider la Chambre préliminaire en portant à son attention les éléments qui pourraient l'amener à revenir sur sa décision de non-communication. Par principe, toutes les pièces doivent être communiquées. Il convient toujours de garder à l'esprit que l'autorisation de ne pas communiquer certains renseignements est l'exception à cette règle générale. L'audience de confirmation de M. Yekatom est maintenant ouverte. Le document contenant les charges a été déposé. L'accusation cherche à inculper M. Yekatom et, une fois encore, elle n'a pas cherché à communiquer une version expurgée de sa demande de délivrance de mandat d'arrêt, encore moins à reclassifier la version ex parte. La demande de délivrance du mandat d'arrêt a été la première d'une longue série d'écritures et de documents auxquels la défense de M. Yekatom n'a jamais eu accès, ce dernier étant pourtant partie à cette procédure. Suite au dépôt de la requête de la défense en révision et en reclassification des 76 écritures ex parte, l'accusation a répondu en demandant simplement à la Chambre de maintenir le statut ex parte pour la majorité des écritures. L'accusation n'a même pas justifié la nécessité de maintenir la classification ex parte lorsqu'elle en a reçu l'ordre. À titre d'exemple, l'accusation a soutenu la nécessité de garder ex parte une écriture seulement jusqu'à l'arrestation de M. Nguessona. L'arrestation de ce dernier a eu lieu en décembre 2018. Il aura pourtant fallu attendre le 16 septembre 2019, soit 9 mois plus tard, pour qu'enfin l'accusation daigne communiquer son écriture à la défense, et ce, uniquement après que cette dernière en a fait la requête. Le 29 mars 2019, l'accusation a déposé une requête, l'écriture 162. La défense a répondu conjointement à la demande le 8 avril 2019, en déposant l'écriture 165. La décision a été rendue le 5 juillet sous le numéro 232. La décision a tenu compte des soumissions de la défense qui étaient fondées sur la requête de l'accusation, la requête 162. Toutefois, il transparaît de la décision que le 15 mai 2019, la Chambre aurait ordonné au procureur de fournir des informations complémentaires à l'appui de l'écriture 162. Cette ordonnance de la Chambre, portant le numéro 201, avait été rendue ex parte, c'est-à-dire que la défense n'y avait pas accès. L'accusation a répondu à l'ordonnance 201 de la Chambre par une nouvelle écriture ex parte, à laquelle la défense n'avait toujours pas accès. Il s'agissait de l'écriture 209, contenant 10 annexes confidentielles ex parte, dans laquelle l'accusation a apporté un certain nombre de modifications à sa requête initiale, la requête 162. Il est apparu que la décision 232 a pris en compte la requête modifiée, à laquelle la défense n'a jamais eu l'opportunité de présenter ses observations. Cette décision 232
faisait droit à la demande 209 de l'accusation et l'autorisait à ne pas divulguer à la défense certaines informations relatives à l'enquête sur la Séléka. Ce n'était que le début d'une longue série de tentatives fructueuses de l'accusation d'être dispensée de la divulgation des éléments de preuve relatifs à son enquête sur la Séléka, sous-entendant que la protection de cette enquête est plus importante que les droits fondamentaux de M. Yekatom, qui est détenu depuis presque un an. Une autre illustration de même nature a eu lieu en avril 2019. Le 18 avril 2019, l'accusation a présenté une autre requête similaire. Il s'agit de l'écriture 179. Le 14 juin 2019, la requête du procureur, l'écriture 179, fut reclassifiée afin que la défense puisse y répondre. La défense a répondu le 26 juin 2019 avec l'écriture 230. La décision 249 faisait droit à la requête de l'accusation et a été rendue le 18 juillet 2019. Ce n'est qu'à ce moment que la défense a pris connaissance du fait que le fondement juridique de la requête 179 avait été modifié par une nouvelle écriture ex parte, numéro 217, déposée le 31 mai 2019. L'accusation cherchait désormais à priver la défense de certaines informations afin de protéger encore son enquête sur la Séléka. L'ensemble de la décision 249 était fondé sur les arguments de l'accusation présentés dans l'écriture 217, l'écriture à laquelle la défense n'a jamais eu accès. La défense n'a jamais eu l'occasion d'y répondre. Les arguments de la défense considérés par la Chambre étaient devenus désuets au vu de l'écriture ex parte portant le numéro 217, qui remplaçait la requête initiale 179. Il s'agissait pourtant de la demande dans laquelle l'accusation souhaitait appliquer des expurgations non standards aux informations relatives à l'enquête sur la Séléka, soutenant que certains éléments contenus dans les déclarations de témoins révéleraient l'orientation et les cibles de l'enquête sur la Séléka si elles étaient en possession de la défense. Il n'y avait aucune raison valable d'empêcher la défense d'avoir une opportunité véritable de répondre à l'écriture 217 de l'accusation, puisqu'elle fut déposée le 31 mai 2019, 2 semaines avant le reclassement de l'écriture 179, qui était la requête initiale de l'accusation à laquelle la défense avait répondu le 26 juin 2019. Cela illustre que M. Yekatom est privé de l'accès aux éléments de preuve relatifs à la Séléka, alors que le dossier de l'accusation est basé sur un conflit qui n'implique pas uniquement les anti-Balaka, mais un conflit entre la Séléka et les anti-Balaka. Cela m'amène à mon dernier point, à savoir la mise en péril de l'équité des procédures en raison de l'usage abusif par la procureure du protocole sur les expurgations standards. En effet, l'expurgation standard que l'accusation applique depuis des mois aux déclarations de témoins est tout aussi préjudiciable à la préparation de la défense de M. Yekatom. Bien que l'accusation eut l'obligation de réévaluer la nécessité de maintenir les expurgations, nous allons démontrer qu'elle a failli à ses obligations. En appliquant les expurgations standards à ses déclarations de témoins, l'accusation a littéralement recouvert, avec le code d'expurgation B2, chaque membre de la famille qu'un témoin mentionnait, sans égard au fait que le membre de la famille en question était ou non une victime présumée ou un témoin oculaire des événements liés à M. Yekatom. Par exemple, alors que M. Yekatom est accusé de déplacement et de transfert forcé lors de l'attaque du 5 décembre 2013, conformément aux chefs 4 et 5 du document contenant les charges,
le lieu où la famille d'un témoin aurait été déplacée après l'attaque a été expurgé, caché à la défense et remplacé par le code B2. Voir P 1528, CAR OTP 2048 0757, paragraphe 48. Alors que les chefs d'accusation 1, 4 et 5 concernent les attaques contre la population civile à Catin, ainsi que le déplacement de cette même population, l'accusation a néanmoins choisi de cacher à la défense, via le code B3, le nom d'un individu ayant un rôle actif lors du déplacement du témoin à charge en le transportant hors de Catin. P 1528, CAR OTP 2048 0757, paragraphe 37. Maître, excusez-moi, je n'aimerais pas vous mettre sous pression, mais dans 5 minutes, nous allons mettre fin, nous allons suspendre l'audience. J'aimerais que vous puissiez vous arranger pour finir dans 5 minutes. S'il vous plaît, merci. Monsieur le Président, avec votre permission, j'en ai pour 10 minutes et j'ai terminé. Si vous me permettez. OK. Accordé, 10 minutes. Merci. De même, les chefs d'accusation 2 et 3 du document contenant les charges attribuent à M. Ekatom le meurtre de plusieurs personnes au marché de Boeing. Le nom d'une personne ayant assisté au meurtre présumé d'une des victimes a été caché par l'accusation sous le code A61, voire P 2125, CAR OTP 20. Sous le code B2 était certainement injustifiée et est une des nombreuses expurgations pour lesquelles l'accusation a laissé le soin à la défense le lourd fardeau d'examiner et de contester à cette phase avancée des procédures. Le code d'expurgation B2 a également été utilisé pour dissimuler à la défense le nom du frère d'un témoin qui était un Séléka ayant pris part au conflit et qui aurait été une victime de M. Ekatom. Il s'agit de P 2442, paragraphe 19, 20, 22, 85 à 87. L'accusation est allée jusqu'à expurger le nom de tous les présumés enfants soldats mentionnés par 2018. Pourtant, P2018 est utilisé par l'accusation dans son document contenant les charges à l'appui de l'allégation selon laquelle, entre septembre 2013 et août 2014, pas moins de 14 enfants de moins de 15 ans auraient été enrôlés dans le groupe de M. Ekatom. Lorsqu'on lui a demandé de lever l'expurgation en juillet 2019, l'accusation a répondu un mois plus tard, le 27 août 2019, que les expurgations étaient justifiées et seraient maintenues. Voir P 2018, CAR OTP 2071 0259 et P 2084, CAR OTP 2094 0968, paragraphe 93. Les déclarations en soutien des chefs d'accusation 1 à 5 et 8 contiennent également un exemple frappant
d'expurgation injustifiée. L'emplacement de l'hébergement d'un témoin pendant l'attaque du 5 décembre a été expurgé à l'appui du code B1, tandis que ce même témoin aurait vu la Séléka armée tirer au hasard sur des personnes. P 1416. CAR OTP 2045 0150, paragraphe 42. Dans Mbaïki, où M. Yekatom fait face au chef 24 à 28, l'accusation a expurgé, en vertu du code B3, attribué normalement aux tiers innocents, le nom de certains commerçants qui étaient membres du groupe armé Séléka et qui ont reçu des armes durant la période pertinente à Mbaïki. Il s'agit du témoin P 1838, à son paragraphe 33. Malgré le chef d'accusation de persécution à l'encontre de M. Yekatom à Mbaïki, l'accusation a tout de même décidé de cacher à la défense le nom de plusieurs individus qui auraient été présumés victimes de M. Yekatom et de ses éléments à Mbaïki. Il s'agit encore une fois de P 1838, paragraphe 107. Le code d'expurgation A6.1, utilisé pour dissimuler le nom des sources et des personnes fournissant des pistes d'enquête à l'accusation, a également fait l'objet d'une utilisation abusive par l'accusation. L'accusation a appliqué le code d'expurgation A6.1 sans reconnaître, après 5 ans d'enquête, à la veille de la confirmation des charges, après le dépôt de son document contenant les charges et de sa liste de témoins, que désormais, les personnes fournissant des pistes d'enquête et des sources ne pouvaient plus être considérées comme telles. Par exemple, l'un des témoins sur lesquels l'accusation s'appuie dans son DCC fournit une preuve par ouï-dire préjudiciable à M. Yekatom. La source de son ouï-dire est un informateur. Bien que la défense puisse très bien choisir de contester la fiabilité de celui-ci, elle n'est pas en position de le faire en raison de l'expurgation A6.1, voire P 2328, paragraphe 131, dans CAR OTP 2099 0165. Un exemple plus frappant encore est celui de P 1705, sur lequel l'accusation s'appuie pour les chefs d'accusation 11 à 14 du document contenant les charges. L'accusation tente d'inculper M. Yekatom du crime d'emprisonnement et de privation grave de liberté sur 7 personnes prétendument victimes d'enlèvement. Toutefois, l'accusation est allée jusqu'à expurger le nom de certaines des prétendues victimes pour lesquelles M. Yekatom est accusé d'enlèvement, voire P 1705. M. Yekatom est également accusé du meurtre du deuxième adjoint au maire de Mbaïki, M. Djido Saleh. Le code d'expurgation B3 a été utilisé pour cacher l'identité d'une personne qui était présente avant, pendant et après l'assassinat présumé de M. Djido Saleh, voire P 1588, paragraphe 133, et P 1666, paragraphe 85. Ces exemples démontrent simplement que l'accusation a procédé aux expurgations sans égard aux intérêts de la défense. De tels éléments de preuve sont manifestement importants pour la préparation de la défense. Sans connaître le nom des victimes d'enlèvement, M. Yekatom se défend à l'aveugle. Si M. Yekatom est privé de l'information relative à l'endroit où une famille aurait été déplacée ou transférée, c'est inéquitable, car il ne peut pas enquêter efficacement sur cette allégation. Si M. Yekatom est privé de l'identité des présumées victimes, c'est également inéquitable, car il ne peut ni enquêter, ni contester, ni présenter des éléments de preuve à l'encontre des présumées victimes anonymes. De même, si M. Yekatom ne peut pas savoir qui a accompagné ou un présumé enfant soldat qui aurait participé aux hostilités avec son groupe allégué, c'est tout aussi inéquitable. Si M. Yekatom ne peut pas connaître l'identité des enfants soldats présumés qu'il aurait enrôlés ou utilisés pour participer activement aux hostilités soutenant le chef 29, si M. Yekatom ne peut pas avoir le nom d'un témoin direct du meurtre allégué d'une victime soutenant les chefs 2 et 3, s'il ne peut pas avoir le nom des témoins oculaires qui étaient présents lors du meurtre allégué de M. Djido Saleh soutenant les chefs 26 et 27, M. Yekatom
ne peut ni contester les éléments de preuve avancés par l'accusation, ni enquêter sérieusement afin de constituer ses propres éléments de preuve. En conséquence, la Chambre préliminaire ne peut pas exercer efficacement son rôle tel que défini par la Chambre d'appel dans Barushimana, à savoir d'évaluer les éléments de preuve contestés, de résoudre les ambiguïtés, contradictions, incohérences ou doutes relatifs à leur crédibilité que soulève leur contestation. C'est pourtant l'objectif de la confirmation des charges, en dépit de la litanie de l'accusation, rétorquant immuablement à la défense de prendre en considération, et je cite, « la portée et le but limité du processus de confirmation des charges ». L'accusation pourrait prétendre que la défense a fait un grand nombre de demandes de levée d'expurgation qui n'ont... Maître, vous aviez demandé 10 minutes, nous sommes à la fin. Donc vous avez 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Monsieur le Président, si vous voulez prendre la pause maintenant, et puis je conclurai après la pause, avec votre permission. Il est 11h05. Nous allons prendre une pause de 30 minutes. À 11h35, nous reprenons l'audience et la Chambre va se déterminer par rapport à votre demande, Maître Dimitri. Madame la greffière, nous pouvons suspendre l'audience. All rise, veuillez vous lever.